bien avec Marie-Noël, c'est comme elle a à peu près tout dit. Il me reste juste, mais c'est pas mal, c'est comme au César, c'est les remerciements. Je voudrais d'abord remercier les camarades des partis frères qui sont là dans cette salle, Christian Piquet et Pierre Lacaze du Parti communiste français, que nous voyons un peu plus en ce moment, même si on se voyait déjà pas mal avant, mais Isabelle Amaglio-Terris qui est là, qui représente les radicaux de gauche, j'ai vu des copains de l'engagement, j'ai vu des camarades du MRC, j'ai vu les représentants de la nouvelle gauche socialiste. Si j'en oublie, qu'ils m'en excusent. Je voulais aussi remercier les camarades d'abord qui ont rendu, qui ont mis en place cette salle. Alors évidemment c'est une petite salle, on a toujours le même problème pour les vœux, mais on a réglé le problème avec les gens qui nous suivent en différé, enfin ou en direct, mais en tout cas en visio. Mais enfin il y a quand même des copains qui font vivre ce parti, qui ne sont pas des permanents politiques. Hein. Je vais pas les citer parce qu'après il y a des jaloux, mais enfin je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour les militants de la GRS qui s'engagent, qui donnent de leur temps pour faire vivre ce parti qui est encore modeste et jeune, mais qui a de grandes ambitions. Et puis c'est quand même le plaisir, on l'a vu dans ce film un peu interminable, mais quand même intéressant. Non, mais ça c'est une private joke pour Frédéric, qui de toute façon ne réagit jamais aux remarques qu'on lui fait. Vous connaissez son sens du compromis naturel. On l'a vu, c'est quand même un parti qui est à la fois dans la discussion et dans l'action. Mais je t'aime beaucoup Frédéric. Hein. Et depuis longtemps en plus. J'ai connu Frédéric, j'avais même pas 20 ans, donc ça remonte à loin maintenant. En préparant ces vœux, alors Marie-Noël, en fait je vais faire juste une variation, vous savez en musique, une variation par rapport au canevas qu'elle vous a exposé. Elle faisait référence à la reine d'Angleterre, moi j'aurais une référence un peu moins monarchique, mais je pensais à une phrase en arrivant d'un philosophe français, qui par ailleurs un peu sulfureux, mais qui aime à provoquer, et pour le paraphraser, je dirais 2023, pire que prévu, 2024, prévoir le pire. Je plaisante, mais bon, alors évidemment, comme on est des militants de gauche, nous avons en partage, c'est la fameuse phrase, l'optimisme de la volonté. Mais enfin, ça ne nous empêche pas non plus d'avoir le pessimisme de l'intelligence, c'est-à-dire une forme de lucidité, et la lucidité nous impose de regarder le monde tel qu'il va, c'est-à-dire de façon chaotique, inégalitaire, violente. Marie-Noël, à juste titre, a rappelé la prégnance et la résurgence des conflits armés partout dans le monde. Nous, évidemment, on a été particulièrement frappés par le conflit en Ukraine, mais depuis, il y en a eu bien d'autres. Et je pense notamment à l'abomination du 7 octobre, ainsi qu'à la réplique à la fois indiscriminée et disproportionnée qui lui a fait suite, et qui montre, parce que parfois on a tendance à l'oublier, que la paix reste quand même d'abord un sujet de militance, ensuite reste vraiment notre bien précieux, et comme le disaient certains philosophes antiques, le souverain bien. Et je pense qu'on est républicain, on est socialiste, mais on doit être avant tout aussi des militants de la paix. Et franchement, en ces temps troublés et furieux, ça vaut la peine d'être dit. Alors la lucidité nous impose aussi de voir quand même un phénomène qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, ni minorer, qui est une forme de déclassement. Déclassement de l'Occident, c'est incontestable, et puis surtout un risque de décrochage du continent européen, dont il est en grande partie responsable, mais pas seulement. Il y a plein de raisons, des raisons notamment qui tiennent à la démographie, qui tiennent au commerce. Mais enfin, je crois, ça doit être un sujet de préoccupation majeure, parce que derrière ça, il y a une société, des hommes et des femmes, des valeurs, une histoire qu'il s'agit quand même de préserver, en dépit des erreurs répétées que font les dirigeants européens depuis des décennies, parce que c'est quand même une grande partie des responsabilités leur incombe. Mais surtout, il y a cette tristesse à laquelle faisait allusion Marie-Noël, et qui est très juste, c'est celle de voir une France, je ne sais pas si la France décroche, en tout cas, elle ne tient pas son rang. Et c'est toujours une souffrance pour nous qui sommes des patriotes et des militants républicains, de voir une France qui est mal dirigée depuis trop d'années, avec des Français, trop de Français qui souffrent. Alors je sais bien que les gouvernements successifs ont pris l'habitude d'accuser
parfois d'ailleurs légitimement, hein, les circonstances extérieures, le Covid incontestablement a eu, et les confinements répétés ont eu des conséquences d'ailleurs dont on peine à imaginer encore la globalité sur les Françaises et les Français. La guerre en Ukraine, ça a en partie suscité de l'inflation et la crise énergétique que nous connaissons. Mais quand même, je pense qu'on peut le dire maintenant au bout de 6-7 ans de pouvoir, loin d'atténuer les souffrances et les problèmes des Français, la Macronie les a aggravés. Et il suffit de regarder cette année, qui a été en effet une année de mobilisation, mais aussi une année d'indignation. Le recul de l'âge de la retraite à 64 ans, l'assurance chômage, avec en plus Macron qui annonce un deuxième volet à cette réforme qui était déjà honteuse, et aussi d'une certaine façon la loi immigration. Tout ça contribue à l'appauvrissement des Français et de ceux qui vivent en France. On connaît, je pense que c'est assez simple, la réalité du macronisme, avec une petite variante depuis quelque temps, variante que je qualifierais de moralisatrice. C'est vraiment le capitalisme moralisateur toujours plus inégalitaire. C'est-à-dire, alors il y a un mérite du macronisme, c'est, je pense avec l'affaire Amélie Oustera-Castera, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, c'est ça, on va pas l'oublier, c'est sûr, mais elle a quand même un mérite. Elle redonne de la visibilité au concept très pertinent de lutte des classes. C'est-à-dire que vraiment, ça, de ce point de vue-là, les macronistes nous rendent service. Alors eux, on sait quel côté de la barricade ils ont choisi. Ça, c'est, vous savez, ça me rappelle la citation de Warren Buffett qui disait la lutte des classes existe et nous, la classe des milliardaires, on est en train de la gagner. Mais avec les macronistes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vraiment, ils ne prennent plus aucun gant quand il s'agit, quand même, l'indifférence par rapport à la souffrance des gens. Et puis la mansuétude par rapport à tous les gens qui sont les plus fortunés, ça c'est connu. Et de ce point de vue-là, le macronisme, il est dans sa vérité la plus crue et la plus nue. Et elle apparaît, je trouve, notamment à l'occasion de cette conférence de presse, qui était vraiment un modèle du genre, parce que à la fois il dit quelque chose de l'identité idéologique du macronisme, hein, ce capitalisme moralisateur. Je dis moralisateur parce que quand on est confronté aux problèmes aussi importants que ceux de l'école, avec en effet des problèmes de niveau, des problèmes d'autorité, des problèmes de salaire des profs, enfin tout ça est quand même un sujet immense d'angoisse pour les gens. Quand la seule réponse, c'est un retour à la France des choristes, avec, je sais pas, c'est la guerre des boutons, quoi. C'est les années 50, alors qu'on a quand même, on est confronté à l'émergence de l'intelligence artificielle, à 150 000 gosses qui sortent du système scolaire sans qualification, au casse-tête impossible pour les gens que sont Parcoursup et la réforme du lycée. C'est pas à la hauteur, quoi. C'est pas à la hauteur, mais évidemment, Macron était tout content. Cette conférence de presse, de ce point de vue-là, c'est aussi illustratif de ce que c'est que la Ve République un peu finissante, quoi. Ça sent la fin de règne à plein nez. Et on a un président un chef d'État qui parle un peu de tout, mais qui en réalité ne préside rien. Avec des réponses à côté de la plaque, comme je disais, et des coups de com' qui font pchit. Parce que c'est ça, en fait, le macronisme, c'est une sorte de politique du chien crevé au fil de l'eau, avec des coups de com' successifs. Donc là, il y avait le coup de com' Gabriel Attal, un remaniement dont il pensait qu'il était malin. Et en fait, les nouveaux venus s'escriment à bousiller en moins d'une semaine tout l'édifice, parce qu'il paraît qu'il a pris du temps en plus pour remanier. Donc vous avez d'un côté l'inénarrable ministre de l'Éducation nationale, elle c'est tous les jours. Hein, c'est-à-dire elle commence par mentir déjà, parce qu'elle ment. C'est quand même vraiment, je pense que dans les écoles de communication, ça sera le modèle de tout ce qu'il ne faut pas faire, à commencer par faire pleurer dans les chaumières sur l'état du public dans le 6e arrondissement de Paris. Non mais, il faut quand même, parce qu'évidemment, les Français sont des grands oublieux, et les médias aussi, mais enfin, quand on voit, c'était vraiment pour nous faire pleurer, quoi, en disant, vous vous rendez compte, le boulevard Saint-Germain, mais l'école n'est pas sûre, quoi. Et le pire, c'est qu'elle a l'air d'y croire elle-même. Mais après, on apprend que non seulement elle a menti, qu'elle a eu aussi un certain nombre de passe-droits, et puis qu'elle est tellement déconnectée qu'elle en vient à penser qu'un salaire de 500 000 balles par an, c'est mal payé compte tenu des efforts qu'elle produit chaque année. Parce que
Voilà où on en est. Bon, il faut qu'elle dégage. Qu'elle s'en aille le plus vite possible. De toute façon, elle avait en charge à la fois l'éducation, le sport, les Jeux Olympiques, c'est beaucoup trop. Donc si vraiment on est un peu indulgent, qu'elle s'occupe juste des sports, mais franchement, il faut un ministre de l'Éducation nationale à temps plein dans ce pays. Quand on voit les problèmes auxquels sont confrontés les élèves, les parents, le système scolaire en général, bon, ça c'est pas possible. Mais elle n'est pas la seule à accumuler les gaffes et les provocations. Là aujourd'hui, vous avez une nouvelle venue dans le jeu, hein, on a l'impression qu'ils veulent tous être démis de leurs fonctions avant même le deuxième remaniement qui devrait intervenir dans une semaine, c'est Madame Vautrin, dont on dit qu'elle est lestée d'une expérience politique extraordinaire, parce qu'elle a été ministre de Sarkozy, sous-ministre. Alors, Vautrin aujourd'hui, elle dit « ça suffit, la santé ne peut pas être gratuite ». Donc elle dit ça au moment où elle annonce le doublement, tu as fait allusion, des franchises pour les médicaments. Mais il n'y a personne pour lui rappeler que la CSG, la CRDS, les cotisations patronales, les mutuelles, c'est pas gratuit. C'est 250 milliards presque par an pour les Français. Et pour ceux qui ont des mutuelles, qui regardent combien ça coûte, c'est parfois une augmentation par 2. Donc voilà, Vautrin c'est pareil. Hop, au suivant. Et moi c'est vraiment ce climat de fin de règne à 3 ans et demi de l'échéance est préoccupante, et c'est dire les responsabilités de la gauche, hein, au moment où un président qui en réalité n'a pas vraiment de cap, et qui a renoncé à avoir du pouvoir sur les choses. En tout cas, qui préfère surtout avoir du pouvoir sur les gens. Ce qui explique ces remaniements qui s'étirent pendant 1 mois, quoi. C'est parce que c'est à peu près la seule chose qui lui reste. Et donc, dans ce climat délétère, Marie-Noëlle l'a dit très bien, la gauche, elle a d'immenses responsabilités. La première de ces responsabilités, déjà, c'est qu'il y a une course de vitesse qui est engagée avec l'extrême droite. On le voit partout en Europe, même au-delà, hein. Mais enfin, on le voit singulièrement en France, où vous avez 2 courants d'extrême droite qui, mis ensemble, peuvent talonner les 35-40%, pas seulement aux élections européennes, mais aussi aux élections nationales. Donc évidemment, notre responsabilité, c'est déjà d'empêcher ça, et le macronisme ne pourra pas le faire. Parce qu'il est en partie responsable, en partie, hein, parce qu'il y a des courants plus profonds dans les sociétés européennes, mais il est en partie responsable de la progression de ces partis. Alors est-ce que la gauche, elle est capable de répondre à ce défi immense? Marie-Noëlle l'a dit, c'est pas évident comme ça, quoi. D'abord parce que il y a un phénomène historique qui a pris plusieurs décennies, qui fait qu'elle s'est largement détournée des classes populaires qu'elle prétendait représenter, que ça c'est un travail de très longue haleine qui va pas se faire comme ça en 2 minutes, même si on est certain quand même à gauche à vouloir le faire. Ensuite parce que la gauche a parfois tendance quand même à se perdre dans des querelles un peu absconses, voire même, comme l'a dit Marino, à afficher une forme de déni par rapport aux problèmes qui intéressent les gens, quoi. Et puis aussi parce que la gauche, qui est une partie de la gauche, hein, qui est fascinée par cette espèce de progressisme anglo-saxon, qui est en fait une forme de gauchisme culturel qui fait frissonner les petits bourgeois, parce que c'est ça dont on parle, hein. On arrive à dire n'importe quoi. Quand je vois, il ne faut pas la citer, mais on va dire une députée écologiste de Paris, pas beaucoup, on prend pas de risque. Enfin non, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Bon, qui dit aujourd'hui, mais c'est super qu'il y ait une baisse de la natalité en France, c'est formidable. Je m'excuse, mais ça s'appelle du malthusianisme. Je crois que le malthusianisme, c'est pas du progressisme, quoi. Ça, c'est... Alors, je veux bien qu'on soit décroissant, enfin, nous, on l'est pas, mais certains le sont. Mais pour en arriver à dire autant de conneries, mais quand même, ça affecte l'image de la gauche, parce que les gens disent, vous êtes des zozos. Voilà. Et il suffit de passer le périphérique pour parler de ces questions, pour constater que les gens, parfois, prennent les gens de gauche pour des zozos. Et il y a plein d'autres sujets, je pourrais faire la liste, sans parler. Et ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, très préoccupant, de cette passion pour l'excommunication. Hein, on l'a vu dans la manif dimanche, mais il y a vraiment chez certains, outre la passion de la vitupération et de la mise en cause perpétuelle, il y a vraiment cette passion de l'excommunication qu'on appelle le sectarisme. Mais le sectarisme, c'est une réalité politique, hein, c'est pas juste un problème de forme. Et ça a des conséquences après, parce que ça empêche la belle synthèse à laquelle tu faisais allusion, qui doit rester en effet notre feuille de route. Donc, pour redevenir crédible,
Il faut déjà se débarrasser de tous ces oripeaux un peu gênants, ne pas se focaliser sur des problèmes secondaires et sur des questions secondaires, hein. Ne pas tomber dans le panneau aussi. Enfin, je le dis ici parce que, alors j'ai dit on entre nous, mais pas vraiment en fait. Mais quand je vois que même dans la gauche culturelle, il y a des réflexes à ce point débiles qui consistent à jeter l'anathème sur des écrivains et à vouloir faire le tri entre les bons et les mauvais, le bien et le mal. Il y a quand même quelque chose de... Même dans la gauche culturelle, il y a quelque chose de gênant, quoi, hein. Et ça, je peux vous dire que la plupart des Français, ils ne comprennent pas ça. Au point qu'ils se mettent à penser, et c'est là que c'est grave, que la tolérance est plus du côté de la droite que du côté de la gauche. Mais ça, c'est la défaite culturelle assurée. Donc il faut être vigilant là-dessus, hein. Heureusement, on est un certain nombre à l'être. Alors, comment la gauche, elle peut être crédible? C'est ce qui nous amène d'ailleurs au compagnonnage que nous entretenons avec le Parti communiste de Fabien Roussel, hein, parce que c'est quand même la ligne de Fabien Roussel qui nous a intéressés. C'est d'abord, on se préoccupe des problèmes dont tout le monde parle le dimanche en famille. Hein, c'est-à-dire, c'est pas le fait que Sylvain Tesson soit président du Printemps des Poètes, mais ou que, vous voyez, hein, c'est plutôt le pouvoir d'achat, l'énergie. Et moi, je pense que la campagne que Fabien a lancée avec ses camarades du Parti communiste sur la vérité de la feuille de paix, c'est quelque chose à laquelle on peut totalement souscrire. Dans cette salle, il y en a qui le savent. On a été élevé quand même, cher Jean-Alain Steinfeld, à cette idée selon laquelle le socialisme, c'est d'abord le salaire. Et alors, je ne vais pas développer ici, mais c'est quand même très important. Donc, s'occuper, oui, des salaires, de la question des prix, de la question de la vie chère, ça paraît une évidence. Et il faut que toute la gauche se mette, à mon avis, en ordre de bataille sur cette question. Mais c'est aussi, et ça c'était important pour nous, je ne reviens pas parce que Marinol y a fait allusion, mais c'est à la fois une gauche sociale, populaire, qui entend les aspirations des gens, et en même temps une gauche qui ne renonce pas à un certain nombre de fondamentaux. Sur la laïcité, sur l'universalisme, je suis désolé, mais il y a des dérives qui sont absolument intolérables. Et ça aussi, ça nous coupe des gens. Et c'est quelque chose qu'on doit garder précieusement. Dans un pays comme la France, les coups de canif sur le contrat laïque, ça aboutit toujours à la guerre civile. Et ça vaut pour tous les camps. Enfin, je veux dire, la polémique que nous avons aujourd'hui avec le collège, enfin le lycée Stanislas le prouve, hein. Il y a des éléments profondément anti-laïques. Alors, on pourrait prendre le Stanislas comme le lycée Averroès, hein, à Lille, c'est pareil. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. Il y a toujours une tentation des bigots de vouloir investir la sphère publique et imposer leurs règles à ceux qui, précisément, n'ont d'autres règles normalement que ceux de la République. Alors, c'est une gauche laïque, universaliste, sociale, populaire, et c'est aussi, et j'en viens parce que c'était une formule que Jean-Luc Laurent aimait beaucoup, évidemment qui est un peu provocatrice, hein. Jean-Luc disait, nous on fait, vous savez, le slogan du MRC à un moment c'était la gauche qui aime la France. Bon, ça évidemment la provocation, mais disons la gauche qui ne renonce pas à défendre les intérêts de la France. Ou plus exactement, la gauche qui, toujours, et quel que soit le niveau, défend les intérêts de la France. Ça va mieux en le disant quand même. Et c'est, moi je me souviens, c'est un peu le fil rouge qu'avait été le nôtre, quand on s'est engagé dans la campagne de Roussel pour la présidentielle. La souveraineté, c'est pas juste un machin qu'on agite à l'occasion des élections. La souveraineté, c'est l'autre nom de la démocratie. On reprend le contrôle, on reprend la main, on reprend le pouvoir. Et franchement, quand on fait marche arrière en 2022 et qu'on disait dans la campagne souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, et moi je rajouterais un codicile, souveraineté culturelle, bah, on n'était pas tellement loin des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, hein. Souveraineté énergétique, je ne vais pas vous faire un dessin, mais au moment où le gouvernement renonce au bouclier, le bouclier tarifaire, ça a coûté 45 milliards à l'État. Aujourd'hui, il s'apprête à faire une augmentation qui en a abouti en réalité à ce que la facture d'électricité augmente de 42% par rapport à 2021. Mais c'est quoi la raison principale de tout ça? C'est le fait que les dirigeants français successifs, je dis bien successifs, de droite comme de gauche, aient accepté ou acceptent encore le fait de participer à un marché européen de l'électricité qui a été imposé par les Allemands, et qui coûte à la France des milliards, et qui coûte aux salariés français des milliards aussi. Et donc,
ça sera dans le débat européen, mais ça doit être dans le débat dès maintenant. Si vous voulez être crédible, d'abord, il faut évidemment renoncer à la surtaxe de 10%, mais il faut aussi sortir du marché européen de l'électricité. Les Espagnols et les Portugais, ils ont une exemption. Pourquoi la France ne le demanderait-elle pas? Pourquoi? Parce qu'elle a peur de se fâcher avec les Allemands. Parce que les Allemands disent, mais oui, vous avez un mix énergétique, renouvelable, nucléaire. Ça fait que pour vous, le coût le mégawatt-heure, c'est autour de 60 euros. Ah, nous, on peut pas suivre parce qu'on n'a plus de centrales nucléaires, ça c'est vos choix. Hein. On a des centrales à charbon, et puis le gaz russe, il est beaucoup plus cher qu'avant. Il fallait y penser, quoi. Et nous, les Français, on serait là en train de dire, ah bah oui, on comprend vos problèmes, c'est la raison pour laquelle on va rester dans ce marché tout pourri qui nous fait payer 2 fois plus cher que ce qu'on pourrait payer. Je vous dis ça, parce que le débat sur l'Allemagne, ça va être aussi un vrai débat. Vous avez vu où est Macron aujourd'hui? Il est au Bundestag en train de rendre hommage à qui? À Wolfgang Schäuble. Schäuble, qui a été notre principal adversaire idéologique et politique pendant des années, qui nous a imposé des compromis scandaleux, et qui en plus n'a eu de cesse, pendant des années, de se faire la Grèce. Hein, parce que la crise grecque, c'est aussi ça. Et on a un président français qui va lui rendre hommage. Alors, je connais les usages de la diplomatie, enfin quand même, de là à aller en grande pompe, rendre hommage à un adversaire politique de la France, sous prétexte qu'il est allemand et que l'amitié franco-allemande ça compte, je m'excuse, ça c'est intolérable. Donc la souveraineté énergétique, ouais, c'était une bonne intuition et on va continuer à porter cette exigence. La souveraineté alimentaire, là aussi, on est au cœur du sujet là. Hein. La révolte des agriculteurs, elle vient pas d'aujourd'hui. C'est quand même une longue sédimentation. La première chose peut-être, et qu'il faut dire parce que il faudrait pas qu'il y ait de contresens. Il n'y a pas, à mon avis, d'incompatibilité entre la question de la souveraineté alimentaire et la transition écologique. Et d'ailleurs, les manifestants, ils disent pas qu'ils sont contre la transition écologique. En tout cas, la majorité ne le disent pas. Ils disent les règles du jeu sont pas loyales. Les règles du jeu ne sont pas justes. Mais c'est vrai. C'est vrai d'abord parce que on exige de nos agriculteurs d'appliquer un certain nombre de normes européennes qui sont très strictes, et on importe de plus en plus des produits hors Europe qui ne respectent pas ces normes. Je veux dire, c'est quand même ça, c'est la réalité des choses. Je parle souvent du traité avec la Nouvelle-Zélande, mais je pourrais vous parler du traité qui a eu lieu avec le Canada, où le Canada ne respecte pas nos normes. Ils exportent davantage en France et en Europe. Je pourrais vous parler de ce qu'on s'apprête à signer avec le Chili, avec le Mercosur. À chaque fois, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont concurrencer les agriculteurs français dans des domaines où on produit. Parce que le secteur ovin, ça je parle de la Nouvelle-Zélande, le secteur bovin, là je parle du Mercosur, les céréales et tout ça, on en produit en France. On était autosuffisant il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on n'aurait plus les moyens de l'être. Non, mais ça fait partie quand même du débat. Et la réponse politique qu'il faut faire aux agriculteurs, elle est aussi là. Il y a bien sûr la nécessité de réformer la PAC. Aujourd'hui, la PAC, c'est des subventions sur la taille des exploitations, pas sur le nombre de salariés agricoles, par exemple. Là aussi, il y a matière à faire. Une action sur les prix. Évidemment, il faut des prix planchers. On est quand même nombreux, à gauche comme à droite, d'ailleurs, à le dire. Il faut limiter les contingents d'importation. Je vais vous donner un exemple très rapide. Il y a 1 an au Parlement européen, on nous dit, pour aider l'Ukraine, on va supprimer les droits de douane pour la volaille. À l'époque, tout le monde dit formidable, il faut aider l'Ukraine, tout ça, tout ça. Au bout de quelques... Moi j'ai voté contre. Et à l'époque, on m'a dit que j'étais pro-russe, hein, évidemment, poutinolâtre, poutinophile et toutes ces conneries. Quelques mois après, la Pologne et 6 autres États membres de l'Est disent « Ah bah nous, maintenant qu'on a mis la volaille ukrainienne à 0 droit de douane, notre marché est perturbé, les producteurs gueulent, on demande une exemption. » La Commission donne une exemption aux 7 pays en question. Et donc, qui est-ce qui se paye le reste? C'est notamment la France. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez vu la volaille. Le secteur volailler français se casse la gueule. On importe 40% ou 50% de la volaille alors qu'on était autosuffisant il y a moins de 20 ans. Mais ça, c'est des trucs concrets. Hein. Et les agriculteurs, ils le ressentent dans leur chair. Je pourrais parler de plein d'autres choses, évidemment, les salaires, le niveau des retraites, totalement hallucinant. Aujourd'hui, un retraité agricole, il est autour de 800, 900 euros. Ça vaut la peine quand même de se battre pour cette souveraineté alimentaire, parce qu'encore une fois, la France, elle a suffisamment de ressources pour être autosuffisante. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre dans le débat. Souveraineté industrielle, j'y reviens pas. C'est un combat qu'on mène avec Arnaud Montebourg depuis
depuis longtemps, mais le combat pour la relocalisation industrielle, pour le Made in France, c'est pas du tout un supplément d'âme, hein, c'est hyper sérieux cette histoire. Et quand je vois là, il faudra mettre en accusation aussi les macronistes, pas seulement d'ailleurs, hein, quand on voit le nombre de fleurons industriels qui ont été vendus aux Américains les 10 dernières années, hein, ça va de Alstom, qu'on a fait racheter EDF, hein, oui, c'est ça c'est le capitalisme, c'est bien ça. C'est-à-dire que on vend la partie turbine d'Alstom à General Electric. General Electric, au bout de quelques années, dit « Ah bah non, c'est pas assez rentable, qu'est-ce qu'on fait? On demande à EDF de les racheter. » quoi. Ça, c'est bien, parce que à chaque fois, évidemment, beaucoup plus cher. Donc, à chaque fois, c'est les Français qui payent. Alors qu'on parle quand même d'équipements et de travailleurs d'exception. C'est des savoir-faire formidables qu'on doit garder en France. Bah, la liste, elle est longue. Et à un moment, il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Et puis, j'ai un petit mot sur la souveraineté culturelle, parce que je voudrais que dans cette campagne, enfin, en général, à gauche, et dans cette campagne aux européennes en particulier, on parle de la culture. Aujourd'hui, l'exception culturelle, elle est menacée. Menacée à droite comme à gauche. Menacée par les ultralibéraux qui considèrent que la culture, c'est une marchandise comme une autre. Mais menacée aussi à gauche par certains écolos, des pirates et tout ça, qui considèrent que tout doit être gratuit, diffusé partout, et que des choses aussi importantes que les droits d'auteur, par exemple, ou le géoblocage, bah, c'est pas important. Bah si. Et il faudra quand même qu'ils trouvent, à un moment, des élus de gauche pour s'opposer à ce type de réforme. Alors là, on rentre en campagne, et je finis là-dessus, campagne des élections européennes. Alors c'est toujours une campagne compliquée, d'abord parce qu'il faut mobiliser les gens. Alors Frédéric Faravel faisait remarquer à juste titre il y a une semaine que aux dernières européennes, ça avait voté autant qu'aux dernières législatives, mais peut-être même d'ailleurs un peu plus. Donc ça veut dire que les législatives n'ont pas beaucoup intéressé déjà, mais ça veut dire aussi que il n'est pas impossible d'intéresser les gens avec des élections européennes, surtout aujourd'hui, parce que là quand même les enjeux, il faut voir. Hein. Il y a d'abord, ce que je vous disais tout à l'heure, le décrochage du continent européen, c'est une réalité. Comment on fait pour l'enrayer? Ben, il y a plusieurs points de vue. Nous, notre point de vue, c'est que pour l'enrayer, il faut changer radicalement de politique. Et pour ça, il faut mettre un certain nombre de garde-fous. Et c'est là qu'il y a le débat européen. Avec l'extrême droite, bien sûr, avec la Macronie, ça c'est évident, mais aussi au sein de la gauche. Je vais vous prendre 2-3 exemples. La défense. Il y a aujourd'hui des gens en France qui considèrent que l'Europe de la défense, elle ne se fait que dans le cadre actuel, c'est-à-dire le lien avec l'OTAN. Est-ce que nous, vous connaissez la réponse, hein, mais est-ce qu'on n'a pas à demander aux Français ce qu'ils en pensent? Au moment où on a plein de mots pour dire l'indépendance européenne, l'autonomie stratégique européenne, je m'excuse, bullshit. Hein, si c'est le commandement qui est toujours sous direction américaine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben, à un moment, il faut avoir le courage de le dire, parce que en face de nous, on a des gens qui biaisent avec le sujet. Deuxième sujet, l'élargissement. Ça, alors moi j'espère, hein, et je compte sur Pierre, Christian et les autres, et Léon Desfontaines évidemment, la tête de liste, et Fabien Roussel aussi, et nous aussi, parce que sur cette question on a beaucoup à dire. L'élargissement, c'est quand même un sujet sur lequel il va falloir qu'on assume et qu'on soit courageux. Oui, bien sûr, il faut aider les Ukrainiens, les Moldaves, les Géorgiens, tout ce que vous voulez. Il faut les aider. Mais les aider, ça ne veut pas dire forcément les intégrer dans les années à venir dans l'Union européenne. Je vous demande de réfléchir quand même une seconde hein, à ce que ça veut dire concrètement. D'abord, on parle de 60 millions. Ukraine, Géorgie, Moldavie, plus Balkans, c'est 60 millions d'habitants. Il y a déjà un problème social. Le salaire moyen dans ces pays, il est 2, 3, 4, 5, 6 fois moins important que dans les autres pays de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Vous voyez comme moi ce que ça veut dire. Dumping social. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, quand on discute avec nos interlocuteurs de ces pays-là, pour eux, ils y voient un avantage comparatif considérable. Oui, on va rentrer dans l'Union européenne, comme on a des salaires moyens autour de 300 €, bah c'est sûr qu'on va être compétitif. Deuxième chose, quand on rentre dans l'Union européenne, on a des fonds structurels, la politique de cohésion, qui ont beaucoup bénéficié, notamment à la Roumanie, à la Bulgarie, tout ça. L'enveloppe, elle n'est pas extensive. Et rien que pour reconstruire l'Ukraine, à supposer qu'elle soit victorieuse, c'est à peu près 200-250 milliards d'euros. Mais on fait quoi pour les autres régions pauvres? Parce qu'en France, on a des régions pauvres hein, qui ont besoin de fonds de cohésion. Et c'est le cas aussi en Allemagne, c'est le cas aussi en Espagne. Donc ça, c'est aussi un problème dont il faut discuter avant plutôt qu'après. Parce que l'élargissement de 2004, qui était généreux, qui était moral, qui répondait à un impératif catégorique, on en a payé, et la France en a payé les conséquences. Je m'excuse de dire ça, hein, c'est brutal, mais c'est la vérité des prix. Et si à un moment on n'a pas une gauche qui dit la vérité des prix, et qui est super dans un espèce d'irénisme ou d'idéalisme, c'est formidable, sauf qu'après, les gens
Ils sont en colère. Ils sont en colère contre nous, parce qu'on n'a pas été capable, à un moment, de tirer le signal d'alarme. Donc oui, la question de l'élargissement, elle va se poser, et on sera un certain nombre à dire, bah, c'est pas possible. C'est pas possible, et de toute façon, troisième sujet de désaccord, et là je pense en particulier à une tête de liste qui est très à la mode aujourd'hui. Vous verrez, hein, les modes dans une élection européenne, ça bouge beaucoup. Mais qui dit évidemment surtout pas de référendum sur ces questions. Voilà, on a un désaccord. Moi, franchement, je considère que demander son avis au peuple sur des questions aussi existentielles, mais ça coule de source. C'est évident, c'est naturel. Et quand je dis que c'est existentiel, c'est pas seulement pour des questions économiques et sociales, ou même géopolitiques, parce qu'on sait très bien que cette dilatation vers l'Est, ça donne encore plus de pouvoir aux Américains. Admettons tout ça. Mais il y a quand même une question de gouvernance. À 36, c'est pas possible de gouverner avec le principe de l'unanimité. Forcément, c'est la majorité qualifiée. Ben, la majorité qualifiée sur les affaires extérieures, les affaires étrangères, la diplomatie, la défense, mais même la santé, ben, je m'excuse, mais je suis pas sûr que les Français soient d'accord. Je suis pas sûr que les Français soient d'accord pour que ça soit à Bruxelles, enfin quand on dit Bruxelles, c'est-à-dire que ça soit au Conseil qu'on décide, ou même au Parlement européen d'ailleurs, qu'on décide de la politique diplomatique de la France. Mais il faut qu'il y ait un débat sérieux sur toute cette question, la défense, le saut fédéral, l'élargissement, le référendum, le pacte budgétaire, etc. Ça sera pas facile, hein, d'abord parce que on doit imposer notre singularité dans cette campagne. Et imposer notre singularité sur les questions auxquelles je faisais allusion, sur la souveraineté, mais aussi des choses aussi bêtes que nous, on pense que la transition écologique, elle peut pas se faire si on n'a pas de l'investissement dans le mix énergétique, ça veut dire aussi nucléaire. Mais ça, c'est quand même des questions touchy. Nous, on pense que si on se paye pas de mots sur la question notamment des transports, il faut des grands travaux d'utilité publique, comme le Lyon-Turin, comme le canal Seine-Nord. Oui, tout le monde n'est pas d'accord, mais il faut qu'on m'explique à un moment. Hein. Si on veut moins de bagnoles, il faut plus de trains. Et s'il faut plus de trains, faut quand même construire les infrastructures. Hein, si on veut développer le fluvial, on va pas faire ça juste sur le canal du Midi. Donc à un moment, voilà, c'est quand même des questions concrètes qu'on va devoir... J'ai rien contre le canal du Midi, hein, je dis juste que ça suffira pas, quoi. Donc ça fait partie, évidemment, des questions qu'on va soulever à l'occasion de cette campagne. Je disais, ça sera dur. On a une singularité à faire valoir, mais à faire partager aussi. Mais moi, je pense franchement qu'on a les moyens politiques et l'ambition de le faire. Il y a une phrase célèbre, alors, elle est attribuée tantôt à Charles Taciturne ou à Guillaume d'Orange, que vous connaissez tous, qui dit « N'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Nous, on entreprend, on persévère, ça c'est sûr, et pour le reste, il n'est pas interdit d'espérer. Bonne année à toutes et à tous, à vos familles, à vos proches, santé, moments heureux, succès électoraux aussi, et puis vive la gauche républicaine et socialiste, vive la gauche laïque, vive la sociale.